Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène à Saint-Vincent-sur-Jard à la découverte de la maison de Georges Clemenceau. C'est là où le tigre passa les 9 dernières années de sa vie face à cette baie magnifique. Eliane Guégan, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes ici agent d'accueil et de surveillance à la maison Georges Clemenceau. Alors disons-le tout de suite, le tigre passe les 9 dernières années de sa vie ici, mais surtout à la belle saison, c'est l'été. Tout à fait. Georges Clemenceau, on le connaît, c'est l'homme politique, l'homme d'État français, qui vivait la plupart du temps à Paris, bien sûr. Cette maison, c'est sa maison de villégiature estivale. Voilà. Alors, il revient ici parce que ses racines sont en Vendée et puis il a ce panorama extraordinaire. Il est bien ici. Bien sûr. Alors, je suis tentée de vous dire, voilà, cette maison de pêcheur posée sur la dune, un lieu idéal de tranquillité face à l'île de Ré. Vous voyez, la pointe du Groin du Cou qui est là-bas au fond aussi, que vous devinez. Une ouverture sur le monde. Georges Clemenceau, voilà. Il vient ici parce qu'il a toujours aussi cette ouverture sur le monde. Il reçoit beaucoup. Il reçoit beaucoup, effectivement. Et d'ailleurs, Grégoire, nous allons nous diriger vers le lieu d'accueil, justement, de ses invités, le salon d'été. Il faut imaginer ici Georges Clemenceau, cet homme public, qui recevait bien sûr à Paris, qui est un homme d'État politique. Il reçoit ici. Il reçoit ici. Alors, qui va-t-il recevoir? Bien sûr, ses amis, bien sûr. Et ses amis sa famille. Vous voulez vraiment savoir qui sont ses amis? Avec grand plaisir. Moi, je vais vous dire. Ses amis, c'est surtout Claude Monet. Claude Monet, c'est son grand ami de cœur. Son grand ami avec qui il partage cette même passion pour le jardin. Tout à fait. D'ailleurs, vous le découvrirez, le jardin, il entoure cette maison. Il l'a voulu, il l'a fait. Claude Monet l'a aidé. Donc Claude Monet est venu ici dans cette maison, mais une fois. 1921. Ils ont beaucoup échangé par écrit. Énormément, des correspondances truculentes et fabuleuses. Alors, nous allons rentrer dans le salon d'été. Je crois que ces objets et meubles qui sont ici, il les a laissés tels quels depuis sa mort en 1929. Il était alors âgé de 88 ans. Tout à fait. Là, on retrouve la maison, je vais dire, dans son jus. Avec des cadeaux, des souvenirs de voyage. Grand voyageur, Clemenceau. Grand voyageur, Clemenceau. D'ailleurs, je vous ai parlé, il me semble, de son attirance vers l'Asie. Le Japon, plus précisément. Alors, le Japon, je vais l'aborder en vous dirigeant notamment vers ce masque de chat. Alors, il faut savoir que Georges Clemenceau avait quand même une collection de près de 7000 objets. Il avait une collection de masques magnifiques. Et d'ailleurs, on disait, vous savez ce qu'on disait de Clemenceau? Qu'il ressemblait au masque qu'il collectionnait. Je crois qu'il y a une chaise qui est un souvenir de voyage qu'il a transporté souvent avec lui. Tout à fait. Alors, cette chaise, elle a une particularité, bien sûr. Elle est en bois exotique, mais surtout, elle se plie. C'est une chaise pliante, une chaise persane. Qu'il a ramenée d'où? Qu'il a ramenée des Indes lors de son voyage en 1921. Où il a chassé. Où il a chassé. Il était invité par un Maharaja, je crois. Tout à fait. Vous voulez que je vous dise tout là, de suite? Tout à l'heure, nous verrons la peau de tigre. Alors, attendons tout à l'heure. Allez-y, rentrez, Grégoire. Regardez, nous sommes dans la partie privée de Georges Clemenceau. Sa chambre. Voilà sa chambre. Nous avons vu la partie publique. Maintenant, nous sommes dans le privé. Alors, en sachant, je vous l'ai dit, qu'il ne recevait pas tout le monde ici, dans cette chambre notamment. Son lit face à la mer, un lit qu'il avait fait même rehausser pour voir la mer, même assis dans son lit. Beaucoup de souvenirs de voyage aussi. Beaucoup de souvenirs de voyage et chose promise, chose due. Regardez sur le lit. Ce fameux trophée de chasse. Le fameux trophée de chasse, le tigre chassé par Georges Clemenceau. On dit qu'il en a tué 2. Mais aussi, on va revenir effectivement sur son côté Asie, collectionneur. Si l'on se tourne, regardez. Vous avez ici une collection de vases Bocaro, théières. Son attirance pour l'art de Chine et du Japon. Toujours, ça revient. Toujours, ça revient. Et ici, Eliane? Ah, un voyage. Plusieurs voyages. 1920, retiré de la vie politique, il s'en va au Soudan. Le Soudan, bouclier en peau d'hippopotame, offert par Négus Ier. Si l'on regarde là-bas, vous avez le crocodile. Ah oui. Même pas peur? Vous n'avez pas peur, Grégoire? Même pas peur, là. Voilà, aussi chassé sur le Nil par Georges Clemenceau, lors de son voyage en Égypte. Mais moi, je serais tentée, effectivement, de me diriger
Voilà, face à la mer. C'est là où il passait peut-être le plus de temps de ses journées. Il y travaillait, hein, c'est ça? Tout à fait. On l'imagine très bien assis, là. Et je vais même vous confier quelque chose, il travaillait la nuit. Voilà. Il est insomniaque, hein, Clémenceau. Insomniaque, il ne dormait pas beaucoup et je peux vous dire qu'il se levait même à 6 h le matin. Et savez-vous, la chose qu'il faisait en premier? Il partait dans son jardin. Voilà, découvrir ses fleurs. Voilà son bureau avec effectivement beaucoup d'œuvres, hein, car Georges Clemenceau, c'est aussi l'écrivain, le journaliste. Ici, il va continuer à écrire des livres importants. Alors, Eliane, avant de découvrir ces objets, son bureau de travail, je vous propose qu'on s'échappe de Saint-Vincent-sur-Jard et on va aller à Noirmoutier. Vous connaissez Noirmoutier? Un petit peu, oui, effectivement. Et là, on va retrouver qui à Noirmoutier? On va retrouver Mathieu Le Breton. Mathieu Le Breton, il est en compagnie de son cheval, Ukrain. Sa spécialité, c'est d'éliminer toutes ces plantes invasives. Vous allez le voir, ça se passe donc sur l'île de Noirmoutier. C'est un reportage signé Anthony Jamin. On se donne rendez-vous tout de suite ici à Saint-Vincent-sur-Jard avec Eliane pour la maison de Georges Clemenceau. Le Baccharis alimifolia est une plante invasive originaire d'Amérique du Nord. Introduite en France au XVIIe siècle, elle colonise aujourd'hui l'intégralité du trait de côte, de la pointe Finistère jusqu'aux Alpes-Maritimes. Noirmoutier n'échappe pas à la règle et depuis plusieurs années, la communauté de communes lutte contre cette espèce végétale envahissante et néfaste pour la faune indigène. Non loin du port de Morin, Mathieu Le Breton, prestataire en traction animale, en est à sa 3e campagne d'arrachage de Baccharis. Cette année, il travaille avec Ukrain, un trait breton de près de 900 kg. Moi, j'interviens surtout sur des sites où éventuellement il y a des prairies d'intérêt écologique. Un des avantages du cheval, c'est l'accessibilité, parce qu'il y a un réseau hydraulique qui est complexe, donc on peut aller partout. Et puis aller piocher quelques Baccharis à gauche, quelques Baccharis à droite, plutôt que d'imaginer que ce soit une pelleteuse qui se trimballe sur ces milieux-là pour le faire. Dans cette mission, il est épaulé par Joël et Sébastien, 2 sauniers de l'île. J'ai beaucoup de manutention à gérer. Là, on la partage à 3 en fait, et donc on augmente bien le rendement du chantier. Et à ce moment-là, le cheval, par moment, il n'arrête pas. Donc en embauchant 2 autres personnes, on valorise bien l'outil cheval dans ce contexte précis. Ce travail, répétitif pour les hommes, l'est tout autant pour Ukrain. Ouais, c'est un boulot fatigant pour le cheval, c'est un travail qui est quand même très particulier. Ça travaille beaucoup au niveau des épaules, c'est-à-dire qu'il est tout le temps dans ce que j'appellerais moi du coup de collier. Là, en fait, il est tout le temps dans cet effort initial pour arracher. Il a quand même un collier moderne avec des mousses à mémoire, donc c'est assez confortable. Et derrière, au niveau de la pièce qui permet de tirer, ici dans la cartouche, on a un ressort qui va permettre d'amortir les chocs à chaque démarrage. Justement, il y a ce ressort qui va tamponner, qui va tempérer la traction. Allez, tu vas la voir. Depuis le début des campagnes d'arrachage, le travail de Mathieu s'est avéré très efficace. Le sol n'est pas décapé comme après le passage d'une pelleteuse et le pourcentage de repousse est quasi nul. Il faut penser à la banque de semences. Si on dénude le sol, on va mettre les graines en conditions de germination bien meilleures que si on ne vient que arracher pied par pied. On ne va pas perturber trop le milieu et on aura moins de redémarrage de plantules et de repousses. Exemple avec ce bossi. Arraché l'an dernier, les arbustes de Baccharis ne sont pas réapparus. Pour Ukrain et les hommes, c'est la pause, bien méritée, avant d'attaquer cet après-midi une nouvelle parcelle. Nous voici de retour à Saint-Vincent-sur-Jard dans la chambre de Georges Clemenceau, ici dans cette bicoque. Alors cette maison, elle se poursuit avec des chambres d'amis, puis une cuisine. Je crois que vous allez nous y emmener. Alors, les chambres d'amis, voilà, elles sont au nombre de 2. La chambre des hommes, bien sûr, juste un petit clin d'œil sur des estampes accrochées au mur. Hein. Passion du Japon oblige, bien sûr. Hein. La chambre de Monet, celle-ci. Monet est venue dormir ici. D'accord. Bibliothèque.
Sa bibliothèque, bien sûr, 1500 livres, hein, importante, bien sûr. Une autre chambre d'amis, Une autre Eliana? chambre, celle des femmes. Celle des femmes. On imagine très bien, je vais dire, sa famille, bien sûr, mais Marguerite Baldensperger, la jeune femme qui est restée avec lui à la fin de sa vie, ou même Blanche Hochedet-Monet, la belle-fille de Claude Monet, qui venait ici souvent. Et voilà, je vous accueille dans la cuisine. Oh, si j'avais su, je vous aurais peut-être fait un petit repas, mais on imagine très bien Georges Clemenceau assis là, toujours face à la mer. Hein. Sa place, c'est face à la mer. Clotilde, sa cuisinière, en train de lui concocter de très bons petits plats. Allez, je vous en dis un. Le poulet sauce soubise. Sauce Soubise, alors d'où vient c'est cette bon. sauce? Est-ce qu'il y a un rapport avec le parc Soubise en Vendée? Plus ou moins. La forêt oui, du... Tout à fait. Mais surtout, c'est fait avec des oignons, du vin blanc et de la béchamel. Voilà, moi je reste question pratique pour vous faire déguster ce petit plat. Ah, il était aidé hein, ici, Eliane. Il faut le dire, il avait une cuisinière, il avait quelques autres domestiques, dont un chauffeur. sûr. Hein. Bien sûr, un chauffeur, Brabant, un valet Albert et son jardinier, Esnard. Bah, à propos de jardinier, on va découvrir un petit peu la partie jardin. Je crois que vous allez nous présenter quelqu'un qui travaille ici avec vous à fait, oui. et qui va nous parler de cette partie si importante pour Clemenceau, son jardin. Hein. François Robine, ce jardin, il a beaucoup compté hein, aussi pour Clemenceau. Notamment, on le disait tout à l'heure, avec l'aide de son ami Claude Monet qui lui a apporté beaucoup de choses hein, pour entretenir ce jardin. Quand Georges Clemenceau arrive ici, il faut bien comprendre qu'il n'y a rien d'extraordinaire, hein, que des dunes de sable. Hostile hein, Hostile, pour un très hostile. Mais lui voulait créer un ensemble de jardins. On précise souvent qu'il crée un jardin sauvage sur la dune. Mais normalement, il en crée trois jardins très différents. Nous venons bien sûr de traverser ici ce petit chemin magnifique avec cette belle variété de fusains. Il crée en quelque sorte une des scènes du pointillisme de l'époque. Ce pointillisme hein, que Clemenceau aimait beaucoup. Hein. Alors là, nous sommes dans le jardin sauvage que Georges Clemenceau a créé, mais je pense qu'il est important de remonter le temps, car pour nous, savoir comment était cet espace à l'époque, avant d'être un jardin, c'était tout simplement une très grosse dune de sable que Clemenceau, voyant, a fait raser en totalité. Le but pour lui, c'est de s'endormir en regardant l'océan. Grâce à la complicité avec son ami Monet, sans oublier Vilmorin le grainier d'Angers, il crée ce jardin sauvage, ce jardin fouillis, avec ses multitudes de fleurs, mais surtout des rosiers. François Robine, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'être venu sur le site.